Voilà, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va entamer deux exemples fondamentaux concernant les observables. C'est le cas de l'observable position grand R et l'observable impulsion grand. Donc, l'observable grand R dans la base des coordonnées cartésiennes x, y, z, elle possède trois composantes grand X, grand Y et grand Z. Ce sont trois observables qui ont pour rôle, chacune, normalement, de donner la position de la particule suivant l'axe des X. Pour l'observable grand Y, c'est de donner la position de la particule suivant l'axe des Y. Et l'observable grand Z, c'est pour donner la position de la particule suivant l'axe des Z. De la même manière, l'observable impulsion grand P, dans la base des coordonnées cartésiennes x, y, z, elle possède à son tour trois observables. C'est l'observable impulsion suivant l'axe des x qui a pour rôle de mesurer l'impulsion de la particule suivant l'axe des x. De même pour y et aussi pour la composante suivante z. Ces observables, je commence par l'observable grand X. Dans le grand X, quand il agit sur un vecteur petit r, c'est-à-dire lorsque la particule est en mouvement dans un espace à trois dimensions, dont les axes sont x, y, z et l'origine O, et donc c'est un repère d'origine O d'axe x, y, z. Donc, lorsque la particule se trouve dans une position donnée, donc elle possède a priori normalement trois coordonnées cartésiennes x, y et z. Et donc, lorsque l'observable grand X qui est un appareil de mesure qui sert à mesurer la position de la particule suivant l'axe des x, donc on mesure la projection suivant l'axe des x. Et donc, il est égal à la valeur propre petit x suivant le vecteur R. Je rappelle que R, c'est le vecteur position qui est égal à X, tensoriel Y, tensoriel Z. Comme nom, sous une forme condensée, X, Y, Z. Et donc l'espace des états associés à la position de la particule est égal au produit tensoriel des sous-espaces de Y et de Z. Et on sait que le X est engendré par le quête X, le Y engendré par le quête Y, et le Z est engendré par Z. Ce qui montre que l'espace des états global E est engendré par le produit tensoriel X, tensoriel Y, tensoriel Z. Comme on peut écrire sous forme condensée, c'est le petit r. De la même manière, le y agissant sur x, y, z, donc il me donne la position de la particule sur l'axe des y, qui est égal à petit y, x, y, z. Et donc le y agissant sur r, il est égal à petit y, r. Tandis que l'observable grand Z agissant sur petit r est égal à la valeur petit z, ça veut dire c'est la valeur propre, c'est la position de la particule suivant l'axe des z, et bien sûr une valeur qui est v, ce sont des éléments de r suivant petit r. Et donc on pourra dire que l'ensemble R constitue une base de l'espace des états. De l'espace des états E. Ça veut dire quoi? Ça implique normalement que quel que soit phi élément de E, et il existe un certain nombre de coefficients C indice R, éléments du corps C,
tel que je peux toujours écrire le quête psi se fonde de cette superposition sur tous les éléments de la base, des 3 de R, affectés des coefficients, c'est petit r. Et donc, dans ce cas, on a droit à deux relations fondamentales telles que la relation d'autonormalisation et la relation de fermeture dans le cas d'une base qui est continue parce que les positions ne peuvent prendre que des valeurs continues. Donc, deux relations fondamentales à dégager. C'est la relation d'autonormalisation. C'est-à-dire, si je prends un vecteur de la base RP scalaire R est égal à la fonction de Dirac delta R moins R', et la sommation sur le vecteur tête et le vecteur bras des 3 de R est égal à l'opérateur unique. De la même manière pour le vecteur intuition, on pense que si je prends le vecteur intuition grand P, qui possède par la composante Px, Y, Pz, dans la base des coordonnées cartésiennes X, Y, Z, et donc l'action de Px sur un état P, un vecteur P, elle est égale à petit Px suivant P de la même manière. Je sais que P, c'est un vecteur qui est égal au produit tensoriel de Px tensoriel, Py tensoriel, Pz, et donc la valeur Px étant la valeur propre de l'observable Px suivant le vecteur propre P. Ça veut dire que l'observable Px est un appareil de mesure qui sert à mesurer l'impulsion de la particule en axe des X. La même chose pour Y et pour Z. Ça veut dire que le Py agissant sur P est égal à petit Py suivant P. De même, pour le grand Pz agissant sur P, et nous donne l'impulsion de la particule sur l'axe Z suivant le vecteur P. Et dans ce cas, bien sûr, j'ai droit aussi à deux relations fondamentales. La relation d'autonormalisation, ça veut dire le P' scalaire P est égal à delta de P moins P'. Et la relation de fermeture, c'est la sommation sur les P delta de P est égal à l'opérateur unique. Alors maintenant, le psi aussi, il peut s'écrire sous forme, ça implique que, quel que soit psi, donc ça veut dire que l'ensemble des vecteurs P constitue aussi une base autonomée de l'espace des états. Ça implique de la même manière que, quel que soit psi élément de l'espace d'état E, je peux toujours l'écrire sous forme, donc il existe un certain nombre de positions C, P éléments du code C, tel que je peux toujours développer l'état psi sous forme de cette position, donc sur les éléments de la base, c'est le petit P dans ce cas, le de P, et affecter les coefficients, cette question de l'ordre complexe, de façon générale. Alors maintenant, on pourra dégager bien sûr la forme de la fonction d'onde. Ça veut dire si je calcule si elle est égale à R prime, R prime, parce que c'est une valeur bien, donc je préfère le prime, D3 de R prime, ça c'est l'opérateur unité, suivant qui est égal normalement à la sommation de R' psi, ce qui donne la fonction d'onde psi
de R', parce qu'il définit la fonction d'onde et prend la projection de l'état psi suivant le vecteur R'. Ça donne la fonction d'onde psi de R'. Et là, suivant R', déterminant de R'. Ça veut dire que le coefficient suivant la base R' est pour la fonction d'onde psi de R'. Et si je veux calculer maintenant la fonction d'onde psi projetée sur R, ça implique automatiquement que le R psi, R scalaire psi, est égal à la sommation psi R' et le R scalaire R' dépendant de R'. Ça implique finalement que la fonction d'onde psi de R cyclique se forme de sommation sur le R', c'est un delta R moins R', c'est le produit scalaire. Donc delta R moins R' est égal à delta R' moins R LP, donc c'est la fonction de Dirac que je vais définir dans quelques minutes. Et si le R' dépendra de R'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble delta R moins R' constitue une base de l'espace des fonctions d'onde. Donc ça implique finalement que l'ensemble delta R moins R' constitue une base de l'espace des fonctions d'onde. Les fonctions d'onde notées. De la même manière, je peux définir une autre base. Ça veut dire si je prends le psi maintenant, le psi, et développer psi dans la base de P. Donc c'est le P, toujours le P. P, D3 de P, c'est l'opérateur unité. Ça c'est l'opérateur unité. L'action de l'opérateur unité sur un état psi est dans psi. Donc je peux dire que psi est égal à l'opérateur unité suivant psi. Ça implique finalement que le psi est égal à la sommation sur les P et P scalaire psi, qui est normalement la transformée folie de psi de R, notée comme la fonction psi bar de P, et là, D3 de P. Ça veut dire que psi, je peux l'écrire autrement, donc ça implique que psi est égal à la sommation sur psi bar de P suivant P et D3 de P. Quand je fais la projection sur R, ça veut dire que R psi, qui est normalement la fonction de psi de R, elle est égale à la sommation sur les P psi bar de P et R scalaire P. R scalaire P T3 de. Or, dans le cas du paquet d'onde, on a montré dans le chapitre précédent que la vraie fonction d'onde liée à une particule libre, c'est le paquet d'onde psi de R, qu'on a démontré qui est égal à 1 divisé par 2pi h bar à la puissance 3,5. Là, j'ai 3,5, de façon générale, si le mouvement s'effectue à des dimensions, donc on aura d divisé par 2. S'il s'agit d'un mouvement à une dimension, on aura ici 1 dv. À 2 dimensions, on aura 2 sur 2, c'est 1. Et à 3 dimensions, ça fait 3,5. Et la sommation de les exponentielles I P scalaire R divisé par h bar et C bar de P multiplié par C bar de P multiplié par C bar de P. Je prends ici C bar de P exponentielle I P scalaire R
divisé par h bar de 3 de P. Et donc je peux insérer cette constante à l'intérieur, et donc ce qui montre que la fonction node de R s'écrit finalement sous cette forme, donc divisé par 2pi h bar à la puissance 3 de P. Et donc ce qui montre que le R scalaire P, par l'identification des deux relations, le R scalaire P, noté comme étant Vp de R, est égal à exponentielle P scalaire R divisé par 2P, divisé par H bar, pardon, divisé par 2P H bar à la puissance 3 de 2. Ça veut dire que l'ensemble VPR est égal à l'exponentielle P scalaire R divisé par H bar, le tout divisé par 2P H bar à la puissance 3 de 2, constitue une base orthonormée de l'espace des fonctions f. Et la constante de pH bar à la puissance 3 de b, c'est une constante de normalisation. Maintenant, peut-on exploiter tout ça pour calculer l'action de R en représentation P et de P en représentation R? Ça fait des actions croisées. Alors, action, quelle est l'action de P, je commence par P, en représentation R? En représentation R. Alors, pour répondre à cette question, il suffit normalement de calculer l'action. Je sais que P possède trois composants, Px, Y et Pz. Je commence pour simplifier la tâche par la première composante. Prenons Px. Quelle est l'action de Px sur Xi en représentation R? À quoi est égal ça? Donc, il suffit normalement d'insérer la relation de fermeture, suivant la base P, donc ça c'est P, D, talon de P, ce qui implique que ceci donne lieu à la sommation sur P, c'est R, le grand Px, et là, j'ai la relation de fermeture sur le caractère unité, P, D fois de P, ça c'est le caractère unité, et le psi. Ça implique finalement que R, Px, si elle est égale, donc je peux faire entrer le Px à l'intérieur, l'action de Px sur P, et donc ça donne normalement sommation sur les R, Px implique sur P, et P, si, de 3, de P. Le Px ajustant sur P, ça donne la valeur petit Px, et donc ceci est égal, elle est égale à la sommation de petit Px, donc c'est une valeur qui est réelle, c'est un scalaire, Rp, c'est le Vp de R, donc c'est Vp de R qu'on a calculé précédemment, et le P psi, ça donne c'est Vp de R2. Ça implique finalement que le R Px psi, elle est égale à la sommation sur les P de petit Px VPR. Et ce terme-là, le petit Px, j'ai ces Px VPR que je peux écrire sous forme, donc c'est une sommation de la dérivée partielle par rapport à x de l'exponentielle i. P scalaire R, quand je dis P scalaire R, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est x Px plus y, y
plus z pz. Quand j'ai ici un petit px en bas, c'est la dérivée partielle par rapport à x de cette quantité, et bien sûr divisé par 2pi h bar à la puissance par loi de v, mais je dois multiplier par h bar divisé par 1. Ne pas oublier ça, c'est h bar. Et donc multiplier par h bar divisé par i, et suivant que c'est par 2p. Ça, hein? Et suivant c'est par 2p des fois 2p. Alors, la sommation est convertie parce que je manipule des fonctions de grade sommable, donc je peux permettre de signer somme avec la dérivée partielle. Donc, si c'est h bar divisé par i, dérivée partielle par rapport à x, de la sommation de VPR, c'est bar de P de P. Donc, je retrouve ici la fonction de nombre de départ, c'est de R, qui est égal normalement, c'est le R, h bar divisé par i, dérivée partielle par rapport à x, et le quelque psi. Donc, si je multiplie les deux parts d'identification de R, le psi et le psi, c'est quel que soit psi, quel que soit petit r, on a cette formation. Ça veut dire que, automatiquement, ça implique que l'observable px, en représentation R, je peux toujours jouer le rôle de h bar divisé par i, des deux partiels par rapport à x. Même chose pour les autres composantes, py et pz. Ça veut dire que l'observable vecteur grand P, elle agit en représentation R sous forme de h bar divisé par i l'opérateur lambda. Ça veut dire que finalement, en représentation R, le vecteur grand P en représentation R, elle agit comme étant h bar divisé par i, l'opérateur lambda R. Ça veut dire qu'elle possède trois composantes, h bar divisé par i, dérivée partielle par rapport à x, dérivée partielle par rapport à y, dérivée partielle par rapport à z. Toujours bien sûr dans la base des coordonnées cartésiennes. De la même manière, on pourra montrer de la même manière que le vecteur R, à coup gagner un peu de temps, en représentation P, elle agit comme étant moins h bar divisé par i, l'opérateur lambda P, qu'elle possède bien sûr par la composante, c'est h bar divisé par i avec le signe moins, dérivée partielle par rapport à petit x, dérivée partielle par rapport à petit y, et dérivée partielle par rapport à petit z, toujours dans la base des coordonnées cartésiennes. Les conséquences. Quelles sont les conséquences qu'on peut extraire à partir bien sûr de ces deux relations fondamentales? La première application réside, si vous voulez, dans le calcul du commutateur. À quoi est égal normalement le commutateur si je m'intéresse à calculer le commutateur xpx? Donc j'ai x, y, z, et j'ai le p, donc ça c'est le r, le p qui possède le px, y, pz, et donc je me contente à calculer le commutateur entre les différentes composantes, etc. Donc je prends le premier exemple, le xpx. À quoi est égal? Il est égal normalement à un opérateur donné. Alors pour ce faire, je calcule le phi agissant sur xp psi de façon générale. Et donc, en représentation R, si je prends ici la représentation R, ici, pardon, le R, je sais que ceci c'est le R x, pardon, px, x, px, moins px grand x, suivant psi. En représentation R, je remplace ça, c'est le R petit x dérivé partiel par rapport à x avec un h bar divisé par i, moins h bar divisé par i dérivé partiel de x normalement psi, donc x psi, ce qui donne lieu à h bar divisé par i, le x dérivé partiel par rapport à x de la fonction donc psi de R, moins la dérivée partielle de x, x psi de x,
Et donc, quand on effectue ce calcul, ceci donne lieu à h bar divisé par I avec un signe et moins, qui est égal normalement, suivant psi de R, et donc qui est égal à R, I h bar, l'opérateur publié, suivant psi par la multiplication de ce lequel, ça implique normalement que le commutateur, ça implique que le commutateur X, qui X est égal à I h bar, attention, multiplié par l'opérateur unité. De la même manière, X, Pi, Y, donc on montre que c'est 0, X, PZ, c'est 0, et donc je peux généraliser. Si je prends la composante numéro I de la position, avec la composante numéro J du vecteur impulsion, elle est égale à IH bar, l'opérateur multiplié par delta, il n'y a pas de densité KL, pour ne pas faire la confusion avec les et KL, K égale X, Y, Z, L égale X, Y, Z, sont IH bar, l'opérateur multiplié delta KL, delta KL. Donc voilà, si vous voulez, donc je m'arrête là, et la prochaine fois, on va entamer les postulats de la physique quantique. Je vous remercie.